Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi la NASA envoie une fléchette contre un astéroïde. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Salut Yu Shinaka, salut Will Rose, salut Fassa Diablotin, salut Anne Vut, salut Ernesto, salut Tels, salut Aralepus, salut Kaukokung, salut Nicolas Sympa, salut Brick Poli, salut J Salvatore, salut CH Bayou, salut Yves. Salut Sario, bonjour à tous ceux aussi que j'ai vus ce matin. Un grand merci Poppy 21 000 qui démarre, qui essaye de faire démarrer le train de la hype avec Freddy San. Merci à vous. Ça profite de regarder le live. Tu étudies depuis la maison. Magnifique Gus. Salut à tous. Oh, il m'est arrivé une histoire incroyable ce week-end. Enfin, vendredi. Peut-être que certains d'entre vous étaient en train de suivre. J'étais en train de streamer Cyberpunk 2077. On a eu d'abord un raid de Defend Intelligence, donc merci à lui. Donc on était un petit nombre à me regarder streamer Cyberpunk. Et je fais une pause, je sais pas, il était 23h30, un truc comme ça. Et là, je reçois un appel téléphonique à 23h30 de Samuel Etienne. Je fais, ça doit être une erreur. Je décroche, bonjour Samuel, on se connaît un tout petit peu avec Samuel, il est déjà passé à l'atelier et tout. Il dit Jérôme, je suis en train de te raider, mais t'es en pause. What? Je suis en train de te raider avec plus de 10 000 personnes. Ah bon? À 23h30? Donc on s'est retrouvés, je sais plus, on devait être 8 000, 9 000 à minuit à jouer à Cyberpunk. C'était très drôle. Un peu flippant, mais très drôle. Donc un énorme merci à Samuel pour le raid. C'était top. Machine Shotgun, ces questions-là, on les abordera à la fin de l'émission. Je répondrai à vos questions matos et autres questions. C'était très rigolo vendredi soir. Ouais, petit record de viewers à minuit, ouais, c'était exactement ça. On remarque que Jérôme n'a pas parlé de la nature de la pause. J'étais là où le roi va tout seul, parce que le roi n'a qu'un trône. Bonjour la facture Twitch. Ouais, là, on a coûté cher à Twitch. Hein. On a coûté cher à Twitch. Petite victoire. Si on regardait les articles qu'on a à traiter ce matin ensemble, est-ce que ça vous dit? J'attends même pas votre réponse parce que j'ai rien d'autre à faire. On va parler de la mission DART. La NASA envoie une sonde s'écraser sur un astéroïde pour tenter de le dévier. Pourquoi on fait ça? On en parlera. Nous parlerons également de Google qui cherche aussi à dévier Dolby Vision et Dolby Atmos. Pourquoi Google en a après Dolby Vision et Dolby Atmos? Nous parlerons également, ce week-end, là, il y a eu la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Les données diffusées par les pirates, on parlera un petit peu, sachant que, effectivement, les hôpitaux sont souvent la cible de ce type d'attaque. Nous parlerons également de la guerre en Ukraine, ces influenceuses russes qui tentent de minimiser la mobilisation militaire. On verra un petit peu les techniques de communication, notamment avec TikTok, du gouvernement russe. On ne rentrera pas dans la géopolitique, nous on s'arrête aux réseaux sociaux. On parlera également d'un cambriolage, pas un cambriolage...
Un braquage, pardon. Un braquage un peu rocambolesque, mais qui nous concerne dans la tech, puisqu'ils ont utilisé un drone pour voler 150 000 euros d'un distributeur de billets. La police les arrête dans le côté fait divers. Nous aurons une petite tartine, j'espère qu'on aura le temps. Je vous parlerai du doom scrolling, une habitude inquiétante pour la santé mentale des adolescents. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres, hein, de toute façon. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Et on va commencer effectivement avec la mission DART. Alors, c'est vrai qu'on ne traite pas beaucoup de l'espace normalement dans ce magazine tech. Je vais essayer de le faire un petit peu plus. Je ne suis pas un grand connaisseur de tout ce qui est spatial, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Et là, je trouve que la mission DART, ça vaut un petit peu d'explication. Pourquoi on envoie une sonde s'écraser sur un astéroïde? Pourquoi faire? Est-ce qu'il a une chance de réussir? Vous le savez, hein, parce que vous avez vu des films hollywoodiens, des astéroïdes qui deviennent des météorites quand ça devient une météorite quand ça touche l'atmosphère, c'est ça, le changement de nom? Dites-moi les astros dans le chat, je crois que c'est ça. C'est le scénario rejeté d'Armageddon, effectivement. On sait que ça ne serait pas une bonne nouvelle si on détectait une astéroïde qui était sur une trajectoire de la Terre. On a déjà eu des petites suées froides là-dessus. On sait que si une grosse pierre, là je lis l'article, on sera au courant si jamais une grosse pierre, façon de parler, s'apprête à nous tomber dessus. Ce qu'on ne sait pas encore, en revanche, c'est comment s'en protéger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si effectivement un gros caillou de l'espace nous arrivait dessus, un énorme gravier. Hein, vous avez l'entraînement spécial anti-gravier, mais tout le monde ne l'a pas. Savoir qu'elle arrive, c'est bien. Savoir s'en défendre, c'est mieux. L'idée, là, de cette mission DART, c'est d'envoyer une sonde, donc nommée DART, percuter un astéroïde pour voir si ça aurait des conséquences. En gros, pour voir si on arriverait à détourner sa course en l'envoyant. Pas exactement, effectivement, comme dans les films hollywoodiens où on balance des têtes nucléaires. Là, c'est pour ça, DART, alors c'est un acronyme, mais c'est un peu ça. On va essayer en donnant une petite pichenette à un astéroïde. On sait qu'avec la loi des grands nombres, si on détourne même d'un micromillimètre la course d'un astéroïde, ça peut le sortir de la trajectoire qui reste sur la Terre. Le principe est simple. La sonde DART, donc acronyme de Double Asteroid Redirection Test. J'adore que les mecs trouvent quand même des acronymes qui ont autant de sens. DART, ça veut dire fléchette en anglais. Et déjà dans l'espace où ces lignes sont écrites, elle file loin, très très loin. Sa cible, c'est un tout petit astéroïde qui s'appelle le Dimorphos, qui est situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Donc, loin. Ça fait loin. À l'heure prévue, les 600 kilos de DART, donc la sonde pèse 600 kilos, qui fait à peu près 1 mètre carré si on ne compte pas les panneaux solaires, percuteront l'astéroïde, un tout petit astéroïde de 163 mètres de diamètre. Enfin, tout petit, c'est quand même 163 mètres de diamètre, qui tourne lui-même autour de Didymos, un autre corps céleste en forme de patate, qui lui est un peu plus gros, il fait 600 sur 1 km 400. Donc vous voyez, c'est un peu le système qui va se passer. On va impacter ce petit astéroïde en espérant qu'il va prendre une nouvelle orbite, puisqu'il est en orbite autour de Didymos, et en espérant changer son orbite, en fait. J'ai dit quoi? 1 mètre carré, 1 mètre cube, pardon. Alors, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah, j'ai toujours ce problème d'iPad qui déconnecte. Désolé. On n'a pas trouvé d'où ça vient.
On cherche. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut d'abord que cela fonctionne. À l'échelle planétaire, 163 mètres, c'est absolument ridicule. On envoie une sonde à 22 500 km/h. Ça va vite. Si Dart rate sa cible, passe à côté, c'est fichu. Impossible de faire un demi-tour. Ni un créneau, ni rien. Donc, c'est quand même déjà sacré travail de précision, hein, pour taper dedans. Le but de la mission est d'observer, pas forcément de réussir. En fait, l'idée, c'est de voir si, en créant l'impact, on va avoir une conséquence, effectivement, sur son orbite. Les scientifiques veulent étudier le phénomène qui permettra à raison d'anticiper la force qu'il faut pour détourner de plus gros objets célestes. C'est vrai que, alors là encore, je ne suis pas un spécialiste, mais a priori, un astéroïde de 163 mètres, s'il tombe sur Terre, il va se désintégrer pas mal, ça ne devrait pas avoir énormément de conséquences. Mais plus gros, ça peut faire mal. Par exemple, alors ça, ce comparatif est intéressant. Vous avez la taille de la plus haute tour sur Terre, Burj Khalifa, 830 mètres. À côté, vous avez Didymos, donc le gros astéroïde autour duquel Dimorphos tourne. Ensuite, Tour Eiffel, par exemple, 321 mètres, Statue de la Liberté, Arc de Triomphe. Et Dart fait 19 mètres, si on compte ses panneaux solaires. Donc, vous voyez un peu la proportion des choses. Et un bus fait 14 mètres. Donc, on voit un petit peu l'échelle des choses. Échelle des choses qui est quand même super importante si on parle de météorites, donc quand ça tombe sur Terre. Ça serait pas marrant du tout. Si on prend par exemple un astéroïde qui est tombé sur Jupiter au milieu des années 90, il mesurait 1,8 km, je pense, de diamètre. Pour Jupiter, c'était petit, parce que Jupiter, c'est grand. Mais en gros, si ça tombait sur Terre, ce genre de truc, une bonne partie de l'humanité y passerait. Cela provoquerait une vitrification du sol, des incendies à ne plus savoir quoi faire, et c'est sans compter sur l'augmentation de la pression atmosphérique à des niveaux que l'homme n'a jamais connus. Ce n'est pas tout, c'est aussi un grand objet qui s'écrase au sol, perturberait les plaques tectoniques et engendrerait tsunamis et tremblements de terre. Enfin, la cerise sur le gâteau, un nuage de poussière serait soulevé jusqu'à atteindre une centaine de kilomètres d'altitude. Le Soleil aurait beaucoup plus de mal à nous atteindre, donc période de glaciation. Hein. Voilà, pour terminer un petit peu le bazar. En gros, l'humanité disparaîtrait, ça serait le début de la civilisation des cafards et des scorpions. On leur souhaite, parce qu'on est bons joueurs, on leur souhaite bonne chance. On espère qu'ils feront moins de conneries que nous. Hein. On aura fait notre temps. Voilà. Hein. Place aux jeunes, place aux scorpions, place aux cafards. Voilà. Ça aurait été sympa quand même. On a fait des conneries. On s'est bien marré quand même. On s'est bien marré, là, les petites guerres. Petite pollution, là, pour terminer, là, bien sympathique. Hein, on est quand même capable de détruire la Terre nous-mêmes, quoi. Et si c'est pas un achievement civilisationnel, ça? Non, mais voilà, faut pas déconner. On s'est bien marré. Oui, les cafards, les scorpions sont plus anciens que nous, mais en leur laissant la place, ils pourront enfin développer leur civilisation. Voilà. Voilà, le temps qu'on cherche un truc pour inverser le changement climatique. Ah oui, là, oui. On pourra pas dire que c'est nous, hein. En vrai, si c'est un astéroïde qui détruit l'humanité, on pourrait... c'est pas nous. C'est pas nous. On a essayé. Mais c'est pas nous. Voilà. Avec les scorpions, on aura une mission d'art, ouais, tout à fait. En gros, pour donner un exemple, en 1908, une météorite est tombée en Sibérie. C'est l'événement de la
Désolé, mon russe est un peu rouillé. Et l'astéroïde avait explosé 5 à 10 km avant de toucher le sol. Pour autant, les conséquences ont été désastreuses. Les scientifiques parlent d'une puissance équivalente à 1000 fois celle de l'attaque d'Hiroshima. 2000 km de forêt et 60 millions d'arbres ont été balayés. La détonation qui a fait des dégâts dans un diamètre de plus de 100 km avait été entendue à 1500 km à ronde, soit l'équivalent d'un Paris-Stockholm. Des incendies sont nés et ont duré des semaines entières. L'estimation de la taille qui a causé tout ça, c'était un météore de plusieurs dizaines de mètres. Donc c'était pas un truc immense non plus. Donc ça tape fort, ça arrive très vite et ça tape fort quand même. Bien évidemment, alors c'est des théories, mais même si quand même il y a beaucoup de concordance sur la disparition de la civilisation des dinosaures, peut-on parler de civilisation, en tout cas du règne des dinosaures, qui aurait été le fait d'un astéroïde d'un diamètre de 12 km qui serait écrasé sur Terre il y a 65 millions d'années, annihilant au passage 75% de toute forme de vie terrestre. Donc voilà, en gros, apprendre à dévier les astéroïdes rentre donc littéralement dans la défense de la planète, comme le souligne d'ailleurs très bien la NASA sur son site internet. Reste à savoir maintenant si nous en sommes capables ou pas. C'est vraiment pas évident que cette mission soit un succès, c'est vraiment un test. Il y a une mission européenne qui va passer derrière pour voir un peu les conséquences aussi, voir ce qui s'est passé sur l'astéroïde. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « Ouais, mais il y a bien un mec qui va penser à faire ça pour détourner exprès, parce que ça ferait une bombe. Ça ferait une bombe quand même pas trop chère de détourner un astéroïde. Et puis, c'est la bombe furtive. Ah, cet astéroïde se dirige vers votre pays. Pas nous. C'est pas nous. » Non, là, je rentre dans les théories conspirationnistes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Quel intérêt, Bobo le maladroit ? Peut-être d'éviter qu'un astéroïde s'écrase sur Terre. Ça, c'est dans Starship Trooper, tout à fait, sur nous. Pas cher. Ouais, il faut quand même envoyer des satellites. Ouais, mais avec Elon Musk, bientôt, ça vaudra plus d'argent. En fait, les mecs, ils jouent à la pétanque dans l'espace. Il y a un peu de ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est vraiment de donner une pichenette aux astéroïdes. En tout cas, là, la mission DART, c'est vraiment juste écraser. Il n'y a pas de bombe, il n'y a pas d'explosif, il n'y a pas... Ça donnerait pas un bon film à Hollywood, parce que ce serait juste splotch. Quel intérêt un gars aurait de le dévier sur Terre suivant... Ah, ce que tu as dit. Détruire un endroit de la Terre. En vrai, on peut se poser la question, quel intérêt on a de construire des bombes qui peuvent détruire des pays, quoi. Bonne vidéo d'Art 10 sur Musk ce week-end, j'ai pas vu, ouais. Durant toute sa vie, cet astéroïde n'a jamais été percuté par d'autres astéroïdes plus gros que notre sonde. Je sais, en tout cas, probablement, après je connais pas les statistiques de la probabilité du croisement de deux trajectoires d'astéroïdes dans le grand vide stellaire, mais le résultat, c'est qu'on n'était pas là pour mesurer les résultats. Là, si les scientifiques le font, c'est qu'ils ont besoin de voir, d'enregistrer ce que ça fait, en fait. Tout ce que je retiens, c'est que les dinosaures versus humains, on les fume les lézards. Ça dépend comment on est équipé. T'as pas vu Jurassic Park, toi, sans compter qu'aujourd'hui, avec les écolos, ils nous laisseraient même pas tuer les dinosaures. Laissez-vous croquer par ce T-Rex. C'est instinctif chez lui. Pas
pas besoin d'avoir attendu Don't Look Up, il y a eu Armageddon et Deep Impact dans les années 90. De toute façon, la peur d'un astéroïde qui s'écrase sur Terre, elle date pas d'hier, évidemment. Si les Américains arrivaient à diriger l'astéroïde par accident vers la Russie. Sorry. Oupsie. Alors là, ça va se passer très loin. Il n'y a aucune chance que on arrive à... Bah, après, il y a l'effet papillon, hein, mais il y a, on va dire, très peu de chances que ça provoque un problème pour nous. On verra. Mais a priori, non. Non, mais c'est intéressant. Ça va se passer... je crois que ça se passe 1 ou 2 heures du matin, je crois, cette nuit, quand il va s'écraser. Est-ce qu'on aura des images? Je pense pas que ça sera des images très spectaculaires. On va entendre plop. Enfin non, on n'entendra rien parce que c'est dans l'espace. Ah oui, alors en heure française, Olek a plus de précision. L'impact sera à minuit 14 précise. Donc pensez-y, tendez l'oreille, minuit 14, vous entendrez ploc dans l'espace. Dans l'histoire, quand on utilise le terme normalement, il y a toujours des conséquences. Les scientifiques, là, vous êtes sûrs que vos calculs sont bons? Vous êtes certains, hein? Vous n'allez pas nous faire... Ah mince! Ah ouais, ça a marché, on a détourné le truc. Du coup, il a percuté le gros, qui allait percuter un autre plus gros, et par effet de billard 3 bandes, eh ben, on a un gros problème. Voilà. Bah écoutez, ça sera notre dernière boulette. Ce sera notre dernière boulette. En déviant, ouais. On pourra voir l'impact depuis ici avec un petit télescope. Ah ouais? On- Et hop, on se prendra Jupiter dans la face. Oui, bah là, ça va aller très très vite, hein, si on se prend Jupiter dans la face. Ça sent la comète sur la tête en pas longtemps, cette histoire. Bon, bah... Il y avait des projets de bombardements orbitaux avec un pylône chez les Américains. Ils ont dit beaucoup de conneries, les Américains aussi, hein. Tu tires ou tu pointes? Eh Marcel? Aïe, 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 aïe. Bon, bah... peut-être que Marion vous présentera le mug demain. Soit, si Marion vous présente pas le mug demain, c'est que tout s'est très mal passé, hein. Houston, on a un problème. Ça va couper. Voilà, voilà. Euh, Normalement, elle présente le mug, ouais. Sauf si on n'est plus là. Vous vous rendez compte? Si on fait disparaître l'humanité, il y aura plus de mug. C'est une catastrophe, j'ai envie de dire. Mince. Yep. Passons à l'article suivant, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, parce que c'est moi qui décide. Et vous ne pouvez pas m'interdire de le faire. On va parler de pourquoi Google concocte un plan contre Dolby Vision et Dolby Atmos. Qu'est-ce qu'ils ont donc? C'est un article de Frandroid. D'ailleurs, l'article précédent était un article de actu.fr. Je cite mes sources. Android, YouTube, Chrome, Google est aux manettes de ce système d'exploitation, ce service de streaming vidéo et ce navigateur web, tous trois massivement utilisés à travers le monde. Dans cette optique, Google prépare un plan appelé Project Caviar en interne pour ne plus avoir à dépendre des standards vidéo et Dolby Vision et Dolby Atmos. C'est ce qu'affirme le média Protocol. Le géant du web, donc Google, souhaite en effet créer une alternative libre de droit. Pourquoi? Essentiellement pour payer moins d'argent sur les contenus HDR et audio 3D. Il faut savoir qu'un contenu, un matériel ou un service se targuant d'être compatible Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour l'audio 3D doit verser une certaine somme d'argent à Dolby. L'investissement en vaut normalement la peine puisqu'il permet de séduire le public avec la promesse d'une qualité de visionnage et d'écoute digne du cinéma. Ce n'est pas pour rien que ces standards sont frayés un chemin jusqu'aux plateformes SVOD. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas,
On peut avoir du Dolby Vision et du Dolby Atmos à peu près partout, il me semble. Pour vous donner un ordre d'idée, un boîtier multimédia qui serait vendu 50 dollars, 2 dollars sur ces 50 dollars serait versé à Dolby. C'est comme ça que Dolby gagne de l'argent en fait. Ils ont inventé Dolby Atmos, Dolby Vision, et dès que vous utilisez leur logo, leur label, vous devez leur donner de l'argent. C'est le principe. En fait, ce que veut faire effectivement Google, c'est s'appuyer sur l'Alliance for Open Media, qui est composé de géants de la tech tels qu'Amazon, Samsung, Microsoft, Nvidia. Il n'y a pas Apple dedans. Donc Google est également un membre fondateur. C'est précisément avec l'appui de l'AOM, donc des Alliance for Open Media, que Google a grandement poussé le codec AV1 sur Android, Chrome et YouTube. Il a même forcé son intégration sur les produits Android TV. Le codec AV1 est pensé pour rendre plus efficace la diffusion de flux vidéo en ligne sans affecter la qualité. Surtout, l'AV1 est open source et libre de droit. La promesse est donc de permettre au plus grand nombre d'écrans d'afficher des images vives, des couleurs plus profondes, plus de lumière vive, voilà, et des ombres plus sombres. Ce codec est amené à être de plus en plus utilisé dans l'industrie. Netflix, membre de l'AOM, croit notamment en l'AV1 et l'adopte pour son service. Google vont donc réitérer cette stratégie, mais cette fois pour partir à l'assaut de Dolby. D'ailleurs, l'AOM a jeté quelques bases et déjà publié les caractéristiques d'un Immersive Audio Container, IAC, un format de flux binaire audio indépendant du codec pour fournir des champs sonores tridimensionnels qui peuvent être utilisés pour la lecture des sons multicanaux. Ça, c'est pour l'alternative au Dolby Atmos. Pour contrer le Dolby Vision, Google et AOM veulent pousser la norme HDR10+. Celle-ci a été concoctée par Samsung initialement, mais souffre d'un manque de contenu compatible. Pour l'instant, on est plus effectivement sur de l'HDR, qui est un standard breveté. La bataille est loin d'être gagnée d'avance. Vision, donc Dolby Vision et Dolby Atmos, sont deux marques très fortes de Dolby qui ont su bâtir une solide réputation dans le milieu. Google et les autres membres de l'AOM ont beau être puissants, il ne sera pas aisé d'imposer un nouveau standard capable d'ébranler Dolby. À voir. Moi, je suis un gros fan du Dolby Vision et de Dolby Atmos. Effectivement, maintenant que j'ai le matériel et même les écouteurs, puisque le son spatial se base sur le Dolby Atmos côté Apple, j'ai un système maintenant d'enceinte compatible Dolby Atmos chez moi. Et c'est vrai que c'est super cool, quoi. Il y a de plus en plus de services de codec. Et c'est mieux pour les consommateurs à voir, choix, rien n'est fait. En soi, c'est quoi le HDR? C'est un agrandissement de la plage dynamique d'une image. En gros, tu as beaucoup plus de subtilité dans les hautes lumières, c'est-à-dire les lumières fortes. Au lieu d'avoir des gros trous blancs à l'image, tu vas avoir beaucoup plus de subtilité et tu vas avoir plus de subtilité aussi sur les parties sombres de l'image. Donc c'est un agrandissement de la plage dynamique, le HDR. Il n'y a pas que ça, mais globalement, il y a beaucoup ça. Donc, évidemment, avec un grandissement de la plage dynamique, vous avez plus de couleurs, plus de subtilité dans les couleurs. Merci Cédou Poupaille, merci Steph PDT, merci Altaran, merci G17 Gen 6, merci Xayer42, merci Philrin 510, merci Laetitia Tips, merci Young68, merci Geekvaya pour vos contributions, merci Swan69 également, merci Fabrice M, merci à vous pour les contributions de ce matin. Le HDR, c'est ce qui permet aux gens de voir un film. Oui, les films récents qui se passent dans des... Putain, les mecs, ils filment... Le pire pour moi, c'était The King, si vous l'avez vu. Oh là là, c'est vraiment... C'est même pas du clair-obscur, hein, c'est du obscur-obscur.
l'image. Moi, j'ai un problème avec le HDR, ça assombrit tellement que pour les films à ambiance sombre, on voit rien. Normalement, c'est le contraire. Tu dois voir beaucoup plus de choses dans les teintes sombres. Donc, en tout cas, c'est le principe du HDR. Voilà, voilà pour la news. Donc, on comprend que Google veut la guerre avec Dolby juste pour payer moins cher. Merci Vodka également pour ta contribution. Solo était pas si sombre que ça, il était plus un traitement. En fait, il avait été travaillé en numérique et je crois qu'il avait été ensuite, il l'avait repassé sur une bobine de film pour obtenir ce grain et numérisé derrière. Donc on a des blancs un peu jaunâtres dans Solo. Tout est une histoire d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ces entreprises qui essayent de maximiser leurs profits? Non mais en vrai, là, vous avez l'impression que je me moque. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on ne pourrait pas obliger les entreprises à avoir d'autres objectifs que le profit? Je ne sais pas. Faisons la révolution. Moi, je ne sais pas assez, je comprends rien, tout ça. Voilà, voilà. Allez, on évite de sortir sur les graviers, on passe à l'article suivant. Article assez dramatique, hein, les cyberattaques sur les hôpitaux, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui a été attaqué par une cyberattaque. Les données ont été diffusées par les pirates. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai perdu tous mes surlignages. Donc, il va falloir que je me repère. Les hackers avaient fixé un ultimatum à l'hôpital pour payer la rançon le 23 septembre. Le délai expiré, ils ont diffusé une série de données qui concernent les usagers, le personnel, ainsi que les partenaires. Le groupe de hackers qui a orchestré une cyberattaque contre le centre hospitalier sud francilien de Corbeil-Essonnes a commencé ce vendredi 23 septembre à diffuser des données, puisque l'hôpital avait refusé de payer la rançon. Quelles sont les données qui ont été diffusées? Les données publiées semblent concerner nos usagers, notre personnel ainsi que nos partenaires, a annoncé ce dimanche le CHSF. Dans un communiqué envoyé à l'AFP. Parmi les données divulguées sur le site des cyberattaquants figurent potentiellement certaines données administratives, dont le numéro de sécurité sociale et certaines données santé, telles que les comptes rendus d'examen, en particulier des dossiers externes une médecine compliquée, de radiologie, laboratoire d'essai, médecin, précise l'établissement. Bon, allez, Jérôme, tu essayes. D'anatomocytopathologie. En fait, dès que tu arrives à prononcer le nom, tu as passé médecine. Attaquer un hôpital, il y a franchement des baffes qui se perdent. Bah, le truc, pourquoi ils attaquent les hôpitaux? Alors, je vais peut-être aller jusqu'au bout du truc. Et après, on parle un petit peu. Donc, la première rançon avait été demandée de 10 millions de dollars. Elle a été baissée à 1 million de dollars. Ah, tiens, mes surlignages réapparaissent d'un coup. La demande de rançon était de 10 millions de dollars. La rançon aurait ensuite été ramenée à 1 million de dollars selon plusieurs sources concordantes. Selon Zataz, les pirates réclameraient désormais à l'hôpital 2 millions de dollars, 1 million pour détruire les données volées et 1 million pour rendre l'accès aux informations via leur logiciel dédié. En tout cas, une vague de cyberattaques vise depuis environ 2 ans le secteur hospitalier français et européen. En 2021, l'ANSSI relevait en moyenne un incident par semaine dans un établissement de santé de France. Donc pourquoi ils attaquent les hôpitaux? Parce qu'un hôpital, vu effectivement le côté vital, il y a des vies humaines en jeu. Un hôpital sera peut-être plus sensible à payer une rançon pour se sortir de la merde rapidement. Donc, je suis d'accord, les mecs qui font ça, ils n'ont pas de race. Mais ils recherchent une efficacité
par rapport à leur demande de rançon. Est-ce que c'est uniquement parce que les hôpitaux sont mal protégés? Je pense qu'il y a la conjoncture des deux. Les hôpitaux sont mal protégés, mais c'est aussi des lieux extrêmement sensibles. Et qui du coup vont être beaucoup plus sensibles à payer une rançon. Je ne suis pas certain que les hôpitaux sont vraiment moins protégés que les entreprises. Quand tu vois certaines entreprises, c'est juste qu'une entreprise, tu vas juste faire tomber l'entreprise. Et au pire, bon, bah, tu vas faire couler une boîte. Mais un hôpital, tu vas faire crever des gens. Alors, c'est pour ça que je dis qu'ils sont sans race, ces mecs. Hein. Mais le coût psychologique est beaucoup plus raide, quoi. Encore une fois, tout est une question d'argent. Qu'est-ce que c'est que ces salauds de hackers voleurs qui pensent qu'à l'argent? Ils pourraient pas juste hacker des hôpitaux juste pour l'amour du geste? Mais je me doute que les hôpitaux qui ont des systèmes souvent informatiques vieillissants sont mal protégés. Hein. Le système informatique, ils utilisent le fax pour s'envoyer des docs. Ouais, j'ose imaginer. Et c'est clair. Après, le problème, c'est que si tu mets des règles, un hôpital doit marcher de manière très très fluide. Et effectivement, le personnel a d'autres choses à penser que de retenir des procédures informatiques. Hein. Vous arrêtez pas à la pensée unique de se dire ouais, les hôpitaux ils sont nuls en informatique. Mais ils n'ont pas le temps. Donc c'est aussi à concevoir des outils informatiques compatibles avec le fait que le personnel soignant a autre chose à foutre que de faire une double authentification quand il s'agit d'accéder au dossier de quelqu'un qui est peut-être en train de mourir, tu vois. Nous sommes dans le train de la hype, le train de la boost. Nous avons atteint le train de la boost. Merci à tous les contributeurs, les derniers. Merci Dr Guro, merci Sario05, merci Vrodka, merci à vous les gars. La plupart des humains qui ont des interactions avec l'informatique en hôpital ne sont pas des soignants. Je me doute aussi. J'ai caricaturé un petit peu les choses. Ah tiens, on a eu un train de la boost, donc Twitch va recommander notre flux à plus de monde. Intéressant de voir si ça a des conséquences. Là, on est à 689 en moyenne, personnes qui regardent en simultané. Est-ce que ça va grimper? On verra. Mais c'est intéressant, intérosso flippant, ces trucs. Euh, on est bien d'accord que les mecs qui font ça euh, méritent pas grand-chose. Mais le fait est, c'est que s'ils le font, c'est que ça a une certaine efficacité, manifestement. Si Samuel Etienne. Le truc, c'est que c'est pour ça que ça fait super plaisir d'avoir été raidé par Samuel Etienne. Nous, on est tellement tôt le matin qu'on ne pourrait pas vraiment se faire raider. À part, il y a qui? Il y a Tonton, il y a Os Politique, il y a Pépipin qui démarre avant nous. Mais généralement, ils n'ont pas fini quand nous, on est. Donc, ils ne nous raident pas, quoi. La responsabilité des hôpitaux d'un point de vue légal laisse l'éthique du quotidien à augmenter avec le RGPD, les obligations, les procès avec les personnes concernées de plus en plus important. Donc ça va créer une vraie augmentation de valeur de la menace, tout à fait. Oui, il y a Sean Red aussi le matin. Donc c'est pour ça qu'on se fait extrêmement peu raider en fait dans le mug. Hein. On est trop tôt. Mais c'est comme ça, il faut bien qu'il y en a qui démarrent. Faut faire durer le live, bien sûr. Bah, tu iras expliquer ça à Samuel. Mon épouse est soignante à l'AP-HP et maintenant, même difficile de trouver les coordonnées d'un médecin hors hôpital car les règles de sécurité sur les recherches internet deviennent trop drastiques. Bah, c'est un mal dans un bien, hein. C'est plutôt pas mal.
J'ai travaillé dans le service informatique d'un hôpital. Le souci est que personne n'utilise les outils informatiques de l'hôpital pour des fins personnelles. Utilise les outils informatiques de l'hôpital pour des fins personnelles, donc virus, etc. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bref, il y a du boulot. Il y a du boulot. Article suivant. Nous allons parler d'un casse un peu rocambolesque, puisque un groupe de 4 cambrioleurs... Ah, m'énerve cet iPad qui se déconnecte. Désolé, hein. Un groupe de 4 cambrioleurs a été arrêté à Reims, dans la Marne. Ils avaient pillé le distributeur de billets d'une caisse d'épargne au moyen d'un drone miniature, a-t-on appris ce dimanche 25 septembre. Alors, est-ce que c'était un petit drone qui allait prendre les billets un par un et qui les ramenait à son maître? Non, c'est pas tout à fait ça. C'était plus malin que ça. En fait, les faits remontent à l'après-midi du lundi 2 mai 2022 et ils impliqueraient 4 malfrats qui ont visé l'agence Hippodrome de la Caisse d'épargne située à l'intervalle entre les quartiers Croix-Rouge et Wilson. Ouais. Dans cette affaire, on apprend que le DAB n'a absolument pas été endommagé, ni la porte du local située derrière, ni le coffre-fort en lui-même. La seule dégradation, une aération. Une petite aération, et c'est par cette aération, en fait, que les 4 malfrats ont fait passer le drone. Donc, il est rentré dans un petit tuyau et il est allé ouvrir la porte de l'intérieur. Il est passé par l'aération cassée et il permet à un bouton correspondant à l'ouverture de la porte d'être appuyé. Il semble ainsi avoir été localisé à l'ancienne via une perche télescopique montée d'un miroir. Ah ouais, donc il devait le guider un peu à vue pour qu'il aille appuyer sur le bouton. Les cambrioleurs, même pas masqués, rentrent alors sans coup férir. Et tape le code du coffre relais qui a priori avait été fourni par un complice qui travaillait à la maintenance des DAB. Ils se font alors la malle avec 150 000 euros. Donc joli coup, sauf que depuis ils se sont fait choper. En tout cas il y en a 2 qui se sont fait choper, je crois. Et la conclusion de l'article, c'est qu'on n'a jamais connu ce type d'attaque. Effectivement, un drone est une nouvelle vulnérabilité, a précisé le procureur au sujet de l'emploi d'un drone, sachant que cette technique a en revanche fait ses preuves pour amener des biens au-dessus des murs, des prisons ou des transports de drogue. On avait effectivement pas mal parlé de l'usage des drones pour les prisons, et qui permettait de faire passer des produits en contrebande dans les prisons. Watchdog, ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Du boulot d'amateur. Bah, pas tant que ça, manifestement. Après, on peut dire peut-être que la police a fait son travail. 150 000 à partager, ça fait pas beaucoup par personne vu les risques. Oui, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas Ocean Eleven, ouais, on est clair. C'est quand même pas mal. Ça fait un peu d'argent. A priori, en plus en liquide, beaucoup plus facile à utiliser. Voilà, en tout cas pour cette petite anecdote un petit peu rigolote. Et vous savez quoi? Il est 8h43 et on en est déjà à la tartine. Alors là, vous entendez plop, plop, plop. Non, ce n'est pas Dart qui a percuté l'astéroïde, c'est l'équipe de modération qui est en train de tomber de leur chaise. Vous les entendez là? Quoi? Il est 8h43 et Jérôme vient de terminer ses articles. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous inquiétez pas, je serai en retard avec mon cornfac. Merde, j'ai oublié un article. À l'acte manqué. Je me disais aussi, oui, non, 8h43, j'ai oublié quelque chose.
J'ai oublié un article. J'ai oublié un article, effectivement. Et on va en parler parce que c'est intéressant. Oh là là, vous entendez plop, là, c'est mon cerveau qui vient de s'écraser dans ma boîte crânienne. Quel tricheur. C'est quel tricheur. Bonjour à tous, effectivement. Surtout que c'est un des articles les plus intéressants de ce matin. Enfin, non, ouais. On va en parler. Guerre en Ukraine. Ces influenceuses russes tentent de minimiser la mobilisation militaire. On va pas trop parler des faits. Je vous demande dans la modération de ne pas faire de la géopolitique sur la situation parce que les modérateurs vous modéreront pas parce que vous dites quelque chose de gentil ou de méchant, mais plus pour éviter des grappes de commentaires sur la géopolitique. Voilà, donc je vous préviens juste dans le chat, on va parler des faits, on peut parler des faits, de l'influence dans la propagande actuelle, propagande comme arme de guerre, comment les nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok, etc., comment ils utilisent les réseaux sociaux, effectivement, pour une certaine propagande. Des influenceuses russes mobilisées pour défendre l'effort de guerre. Si le mouvement semble n'avoir rien de spontané, c'est en tout cas ce qui émerge sur le web russe ces dernières heures. Quelques jours après l'appel à la mobilisation, la partielle mobilisation militaire de quelques 300 000 hommes réservistes russes pour combattre en Ukraine. Regroupés autour du slogan « Don't Panic », la tendance consiste à faire une comparaison entre le chiffre de la mobilisation souhaitée par Moscou avec celui du reste de la population russe, encore mobilisable. Sur plusieurs photos et posts diffusés en ligne sur le réseau social Vontakt, qui est l'équivalent de Facebook mais russe, on peut voir des influenceuses pro-Kremlin comparer ces chiffres avec une barquette de frites ou un sachet de bonbons. Donc en gros, si vous avez l'image là, elles montrent un paquet de bonbons, elles prennent un seul bonbon, ou alors dans un paquet de frites, elles prennent une seule frite, et elles disent, ben voilà à quoi ça correspond 1%. Don't panic, on ne mobilise pas tant de gens que ça en Russie. C'est VK Contact, d'accord, comme ça qu'on prononce. Il leur reste quoi comme réseau social ? Bah TikTok. Leurs réseaux sociaux russes, en fait. Donc voilà, c'est intéressant à analyser. Leur rhétorique implacable au service de la parole d'État que l'on retrouve sur plusieurs posts en ligne pour prouver que la mobilisation est négligeable. Une frite ne représente que 1% de l'ensemble du paquet. 1% c'est négligeable. 300 000 réservistes ne représentent que 1% de l'ensemble des forces de réserve. C'est une démonstration par l'absurde. C'est un sophisme. 300 000 êtres humains, ce n'est rien puisque la population mobilisable est beaucoup plus grande. Ça se démonte en une seconde. 300 000 personnes, c'est énorme. Bien évidemment, la taille d'un pays comme la Russie fait qu'ils ont des réserves énormes, on va dire, en êtres humains. Et c'est ce qui leur a permis, d'ailleurs, de sortir triomphant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le rouleau compresseur russe. Il démarre lentement, mais une fois qu'il est en route... est-ce qu'ils ont cette capacité-là aujourd'hui ? On voit bien que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on voit comment l'État russe, et ça on l'avait déjà vu au début de la guerre, finance des influenceurs, ont compris l'importance des influenceurs pour faire passer des messages, et donc utilise effectivement des influenceuses classiques, TikTok, etc., pour faire passer un message que c'est pas si grave, 300 000 mobilisés appelés, quoi. Un être humain, c'est pas une patate, tout à fait. Je pense que pas que 1%, c'est négligeable en parlant d'humain. Clairement, mais même un humain qu'on sacrifierait, c'est déjà trop. Donc, c'est pas une question de pourcentage. On peut pas résumer. C'est exactement, vous savez, comme les sites où on voit les bombes nucléaires et leur effet de zone. Alors, si on utilise celle-là, il n'y aurait que 35% de la population qui mourrait sur le coup. Donc, en vrai, ça va.
Non, non, non. Fait quand même des millions de personnes. Cette comparaison en Belgique, j'aurais compris, mais là, arrêtez avec la caricature de la frite belge. Hein, si la frite était vraiment belge, pourquoi les Américains ils disent French fries? Hein, je vous pose la question. Après, les meilleures frites sont en Belgique. Ça, c'est sans conteste. Parce que graisse animale. Et double friture. Mais reste que l'invention de la frite, on pourra en parler. Euh, on a moins de 300 000 personnes dans les forces armées françaises, ouais, tout à fait. Parce qu'ils pensent que la Belgique, c'est en France. Je n'ai aucun doute sur cette explication, Olek. La Belgique, c'est pas en France. Faudrait déjà comparer à la population ukrainienne mobilisable, ça serait plus pertinent. Oui, c'est évident que la population ukrainienne, ils sont quand même beaucoup moins, hein. Je pense, en démographie. Surtout, on sait que les Russes annoncent 300 000, mais ça sera certainement 1 million. Oui, oui, c'est évident. Après, moi, j'ajoute quand même une petite chose, et je vous en parlais l'autre jour. C'est vrai que là, on voit beaucoup d'images de Russes qui sont pas contents de cette décision du gouvernement Poutine de faire de la conscription. Mais il y en a d'autres qui sont contents, hein, et ça, on voit un peu moins les images. Je dis ça juste pour nuancer le jugement un peu paternaliste et parfois méprisant qu'on peut avoir sur les Russes, en disant « Ah non, mais ils sont trop bêtes de ne pas s'apercevoir que leur président est fou et débile, mais les Russes, qu'est-ce qu'ils attendent ?» Et derrière, de s'agripper à n'importe quel truc en disant « Regardez, les Russes, en fait, ils sont contre Poutine. » Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. On l'a vu, les Russes sont pas anti-Poutine malgré ce qu'il fait. Je parle de majorité, je parle pas effectivement de minorité qui raisonnerait autrement, ouais. Vous pensez que les influenceuses sont payées ou fortement incitées à le faire? Ça, je saurais pas te dire. Moi, je dirais qu'elles sont payées, mais je suis peut-être un bisounours. 1% d'Ukrainiens au front. Alors là, il parle de la population mobilisable. Il ne faut pas compter les populations pas mobilisables. Eux, ils ont leurs influenceuses. Nous, on a BFM, chacun sa méthode. Partiellement d'accord. Il y en a qui sont vraiment pro-russes, le cerveau lavé par le régime et la TV d'État. Le plus surprenant, c'est en Tchétchénie, où ils ont été oppressés par les Russes pendant pas mal d'années. Et là, manifestement, il y a toute une jeunesse tchétchène qui veut vraiment se battre pour la Russie. Et ça, c'est un peu l'aura de leur nouveau dirigeant, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le... je pense qu'il leur donne une certaine idée de mourir en martyr, quoi. Kadyrov, merci. Mais voilà, les influenceuses, ça ne sert pas qu'à vendre des produits de beauté, hein. En cas effectivement de propagande de guerre, de propagande d'État, on voit que ça a une efficacité quand même majeure. Je vais commencer à apprendre le russe. Avant la presse, now les réseaux sociaux, rien ne change. Les hommes sont toujours aussi influençables. Je pense que ce n'est pas forcément une faiblesse, c'est naturel. On a envie de trouver des explications. Et plus un problème est complexe, et Dieu sait si la situation actuelle est complexe, plus on est attiré par des réponses simples aux problèmes. Et c'est tout le danger. C'est là où s'infiltre tout ce qui est fake news, conspirationnisme et tout ça. C'est un réel talent à rendre une information croustillante, simple, une réponse croustillante et simple à un problème complexe. Donc on a beaucoup plus d'appétence à aller vers une fake news
que, comme je vous le disais l'autre jour, à la vérité, parce que la vérité, elle est fade. Hein, je reprenais l'analogie des cornflakes. Une fake news, c'est généralement quelque chose de croustillant qu'on a envie de partager. Donc des cornflakes bien servis, hein, avec le lait après, je vous le rappelle, mais lait froid. La vérité, c'est plus des cornflakes dans du lait tiède. C'est pas bon, c'est tiède, c'est répétitif, c'est mou, il n'y a pas de saveur. C'est ça la vérité. Je vous dis ça parce que, pour ceux qui ne m'avaient pas entendu l'autre jour, et plus j'y réfléchis, sans me vanter, je pense que c'est un bon moyen de prédétecter les fake news. Si un truc est trop croustillant, vous avez tout de suite envie de le partager à vos potes. Vous avez l'impression que ça vous donne... Oh putain, enfin quelqu'un qui explique simplement un problème complexe. Hein, eh bien, dites-vous que c'est probablement une fake news ou du conspirationnisme ou de la manœuvre, en fait, ou de la propagande. Ou les trois en même temps. Les cornflakes. Les cornfakes. Non, il n'y a pas deux écoles, le lait avant ou le lait après. Il y a une seule école qui a raison, c'est le lait après. Et ça, mordicus. Non, 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 pas le lait avant. Après, qu'on remette des céréales dans le reste du lait, oui, parce que ça, c'est le mouvement perpétuel de manger des céréales. Ah, je remets des céréales pour terminer le lait. Ah ben, je vais remettre du lait pour terminer les céréales. Et hop, je suis à la fin du paquet. Le lait, c'est après, pas le lait avant pour commencer. Franchement. Vous voyez, on est en train de parler problème géopolitique et ça se termine par un débat sur le lait. Je vous ai manœuvré. Avant, après, ça change rien. Aïe, 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 la base du pied, mais ça change tout. Ça change tout. Le mouvement perpétuel, c'est les cacahuètes et la bière. C'est du même acabit. C'est du même acabit. Putain, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis un peu fatigué. J'ai mal dormi cette nuit. C'est le syndrome pain et fromage. Il y en a plein hein, comme ça. Oh, merci le Geek Apple qui vient de nous offrir 5 abonnements. Un grand merci à toi. Ça régale. Merci également Jean Fifi qui a régalé. Merci Soma le Cook également. Merci beaucoup les contributeurs. Chocolatine ou pain au chocolat? J'ai pas envie de répondre à ça. Pain à la chocolatine. C'est ma tentative diplomatique pour réconcilier le pays d'Oc et le pays d'Oï. Eh oui, c'est ça. Il faut réconcilier les deux France. Lait avant, si chauffé. Alors déjà, tu veux mettre des céréales dans du lait chaud. À part les flocons d'avoine, à part le porridge, c'est une interdiction formelle, le lait chaud dans les céréales. Non mais vraiment. On fout les terrains. Non mais là, on est en train de partir. Là, on va déclencher une guerre. Hein. Le lait, c'est après les céréales. Et le lait doit être froid. Même pas tiède. La déception d'un lait tiède dans les céréales, c'est horrible. Choc à pic lait chaud. Hérétique, hérétique, au bûcher. Choc à pic dans du lait chaud. Ah non, mais non. Mais non. Non, je ne peux pas passer à la tartine dans ces conditions. Samuel, nous avons des âmes égarées. Lait de chèvre dans les chocs à pic. Ah non, mais non, mais non. Aïe, 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 aïe. De toute façon, ça, je suis complètement d'accord. C'est pénible, cet identifiant. Évitez de manger des céréales le matin. Il y a beaucoup trop de sucre dans ces saloperies. Et pas que du sucre goût sucré. C'est des sucres rapides.
c'est trop transformé, c'est pas bon pour vous. Vraiment, hein. À la limite des muesli, pas trop travaillés, avec des mélanges de céréales, pourquoi pas, mais évitez tous ces machins sucrés le matin. Moi, j'adore les céréales, mais maintenant, je n'en mange plus du tout le matin. Pour moi, c'est une friandise, c'est une sucrerie, à la limite, c'est un dessert. Jérôme, on va pas avoir le temps pour les cornflakes. Samuel, je t'ai fait un ascenseur émotionnel ce matin, tu vas pas t'en remettre. Euh, Arrêtez le lait. Bah, si vous avez des problèmes d'infection, le lait en vrai, en pas trop grande quantité. On a bien traité le sujet de fond là, je suis d'accord, hein. La Russie, les influenceuses, la propagande de guerre. Alors tout le monde s'en fout, hein. On a fait les trois quarts du sujet sur le lait et les céréales. On voit quelles sont vos priorités, hein. Euh, Curly devant le PC le matin. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Les céréales sans sucre. Oui, mais les céréales sont bourrées de sucre lent aussi. N'oubliez pas que tout ce qui est féculent, pain, pâtes, tout ça, c'est des sucres lents. Et c'est du sucre aussi. On est passé de poutine au cornflakes, niveau diététique, il y a mieux. C'est clair. Sur ce, je vous propose quand même qu'on passe à la tartine. Avant la tartine, je vous rappelle et je remercie encore une fois Roromix 8 qui nous rejoint, qui rejoint les contributeurs. Vous aussi, vous pouvez rejoindre les contributeurs. Je vous rappelle que les contributeurs ont un certain nombre d'avantages non négligeables. Si vous contribuez sur Twitch, vous aurez le replay dès la fin de l'émission. Ceux qui ne sont pas contributeurs, ils ont les replays gratuitement, je le répète, sur la chaîne secondaire Nowtech Replay, mais ils ne les ont qu'à 21 h le soir. Les contributeurs qui ne sont pas sur Twitch, qui sont contributeurs par exemple Patreon et tout ça, vous retrouverez le lien vers les replays dans le Discord, dans le groupe Discord réservé aux contributeurs. Les contributeurs, ils ont également accès au vide-grenier où vous trouvez notre matériel d'occasion ou des smartphones qu'on a déjà testés, qu'on revend parce qu'on ne les a pas rendus dans les 15 jours impartis ou dans le mois imparti. Puisque généralement, les smartphones, on les garde au moins un an pour les comparer avec la génération d'après. Et après, on les vend sur le vide-grenier à un bon prix. Ça, c'est réservé aux contributeurs. On a également un live privé tous les jeudis à 18 h pour les contributeurs. Retenez bien, tous les jeudis 18 h, il y a un live réservé aux contributeurs. Pour avoir un petit peu tous ces avantages contributeurs, je vous invite vraiment à vous inscrire sur notre Discord, à plugger votre Patreon ou votre Twitch au Discord pour qu'on voit que vous êtes contributeur. Et là, ça va vous débloquer en fait les groupes de discussion réservés aux contributeurs. Voilà, voilà. Le vide-grenier, ça se passe comment, point de vue paiement sur place, versement avant? Ça dépend quels sont les produits. Il y a certains produits, soit vous payez en liquide, soit en PayPal. Et c'est soit vous venez chercher euh, les livraisons, on préfère éviter parce que c'est compliqué, il y a des risques de vol et tout. Donc on préfère que vous veniez. C'est pour ça qu'on a un tarif dégressif si vous venez chercher. Après, il y a certains produits où vous pouvez avoir une facture et payer par virement. Mais en fait, ça va dépendre des produits dans le vide-grenier. Il est où ce live? Alors, Pierre Neve, il faut absolument du coup, parce qu'avant Twitch, je pouvais vous envoyer un mail avec l'URL du live privé. Twitch ne nous permet plus de vous envoyer des mails, les contributeurs. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous inscriviez sur le Discord pour avoir le lien du live privé à 18 h. Voilà, voilà.
Donc c'est très important que vous vous inscriviez sur ce Discord. Ok, ok. Obligé d'acheter un iPhone à Jérôme pour le voir en chair et en os. Et encore, non. Parce que là, les derniers trucs où quelqu'un est venu chercher à l'atelier, moi j'avais trop de boulot, j'étais pas là. Certains ont vu Guillaume ou d'autres de l'équipe, mais c'est pas forcément moi qui vous amène le produit au portail. Merci Corm pour ton abonnement, merci beaucoup. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. On va parler d'un truc qui est pas très rigolo, mais intéressant, le doom scrolling. Une société peut être contributrice, Seb Glacé, oui, mais tu n'auras pas de facture. Donc, on ne peut pas faire de facture. Mais tout à fait, une société peut être contributrice, hein, mais vous n'aurez pas de facture. Donc, pas de TVA et tout ça, quoi. On avait essayé de le faire à une époque, c'est une grosse tannée, ouais. Après, si vous pouvez aussi acheter des espaces publicitaires, hein, si vous êtes une société que vous voulez faire de la pub. Il faut contacter nowtechtv@gmail.com et vous dites offre de partenariat. On vous mettra en contact avec les équipes commerciales. Voilà, voilà. Pour ceux qui se demandent. Le doom scrolling, qu'est-ce que c'est? Une habitude inquiétante pour la santé mentale des adolescents. Un article de influencia.net. Le doom scrolling, de doom qui signifie la chute, la fin ou l'effondrement. La malédiction aussi, je crois. You're doomed. Et du verbe scroll qui définit l'action de faire défiler son écran numérique de haut en bas. La particularité repose sur la recherche et l'exposition intensive de sujets tristes et sombres, amplifiés par le scroll infini sans pagination. On a déjà parlé du problème du scroll infini, vous l'avez sur TikTok, vous l'avez sur Instagram, etc. Vous pouvez scroller sans fin. C'est le scroll sans fin. Patreon, je crois qu'il y a une facture avec TVA. Je ne suis pas sûr. À voir, ouais. Nowtech est une entreprise, ouais. Alors, je termine mon article. Certains groupes de population seraient plus à risque que d'autres, à commencer par les adolescents, qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux préférés, qu'il s'agisse d'Instagram, de Snapchat ou encore de TikTok. Ceci est d'autant plus vrai depuis le début de la crise sanitaire avec les confinements. D'après une étude relayée par le Wall Street Journal et réalisée auprès d'un échantillon de 1000 personnes, 500 adolescents âgés de 12 à 18 ans et leurs 500 parents, 70% des adolescents américains consultent leur téléphone 30 minutes avant de dormir, 40% le font 5 minutes avant et 5% disent se réveiller la nuit pour consulter leur smartphone. Les algorithmes des réseaux sociaux, et ça c'est un directeur de la technologie qui le dit au MIT Museum, qui dit que les algorithmes des réseaux sociaux mettent l'accent sur la négativité. Et ça on l'a déjà vu. Aujourd'hui, vous avez plus de chances de vous faire recommander du contenu négatif, polémique, sur lequel les gens s'offusquent, que du contenu positif ou feel good. Les polémiques vont beaucoup plus facilement remonter. Le contenu qui vous met en colère ou qui vous rend triste va beaucoup plus facilement remonter. Ce qui amène notre corps à produire des hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. C'est pas cortisone, ouais. Cortisol. Qui sont effectivement des hormones que notre corps aime bien, hein, en vrai. Je crois. Je suis pas médecin, ni pharmacien, ni chimiste.
L'adolescent est exposé constamment à l'information et à l'actualité anxiogène. Cette tendance à consulter des contenus anxiogènes a un impact direct sur la santé mentale, conduisant à une augmentation du stress, de l'anxiété des jeunes et de l'insomnie. Selon une récente étude de l'Université texane de technologie, un sondage montre que parmi les personnes interrogées étant le plus sujettes au doom scrolling, 74% avaient des problèmes de santé mentale et 61% des problèmes de santé physique. Lorsqu'on ne scrolle pas, on peut tomber dans la peur de passer à côté de quelque chose. Le doom scrolling est d'ailleurs lié à la notion de FOMO, dont on vous a souvent parlé, le fear of missing out, en voyant la peur de manquer des choses qui se passent en ligne. Comment résoudre le problème avec les adolescents? Est-ce qu'il faut leur interdire les portables? Ce genre de choses, on sait que c'est pas vraiment la solution. Ceux qui disent ouais, les parents ils ont qu'à éduquer, c'est que vous n'avez pas d'enfants, c'est pas si facile que ça. Et c'est pas forcément non plus une bonne chose d'interdire les écrans à des adolescents. Parce qu'ils les trouveront de toute façon et ils échapperont encore plus à votre regard, les écrans. Par contre, effectivement, en discussion, en concertation avec les adolescents, réguler le temps de travail sur l'écran, par exemple s'accorder un moment le matin avant le petit-déj et le soir avant le repas, par session de 10 minutes dans laquelle les parents autorisent les enfants à consulter les réseaux sociaux. Donc effectivement, de dire, tu regardes ton smartphone, mais après le café. Tout le moment entre ton réveil et le café, pas de smartphone. Ça peut être une bonne règle d'hygiène numérique. Le soir avant de s'endormir, niet. Moi, alors je dois avouer que là-dessus, je suis fautif. J'ai beaucoup de mal. J'ai essayé une époque de ne plus avoir de portable à côté du lit et tout ça, de juste lire, de ne pas avoir de contenu numérique avant de m'endormir. J'ai beaucoup de mal à ça et je suis vraiment pas un modèle de ce côté-là. Il faut interdire les adolescents. Ouais. Mais alors, moi, j'ai beaucoup vécu ça à l'époque où je menais ma propre enquête, dont j'ai jamais livré les résultats, mais où je m'intéressais beaucoup aux bots sur Twitter et au phénomène effectivement de hashtag sur Twitter. Donc tous les matins, tous les soirs, je regardais les trending topics de Twitter. Et oui, j'ai ressenti une spirale de négativité. Alors oui, le monde va mal en ce moment. Famine, sécheresse, Covid, guerre, etc. Si vous lisez que ça, ouais, vous allez perdre le moral, quoi. Ça, c'est clair. Donc, pour un ado, c'est encore pire. Tu fais tourner les enfants au café le matin. Ah ouais, j'ai pas dit les enfants, j'ai dit les ados. Pas de café pour les ados, bon, pourquoi pas. Avec modération, bien sûr. Non, mais c'est vrai, Laetitia, t'as raison, hein. Il faudrait qu'on enlève tout ce qui est tablette et portable de notre chambre. Alors, c'est pas pour me défendre, mais c'est vrai que. Mais en même temps, non, c'est encore pire. Moi, c'est vrai que c'est un métier pour moi. Regarder les résultats. Voilà, ne serait-ce que pour préparer le mug du lendemain matin, c'est important que je me tienne au courant des tendances. Mais est-ce que c'est pas une excuse que je me donne aussi pour avoir mon hochet numérique dans mon lit, hein? Euh, Mais pas de smartphone avant que je sois sorti de chez toi. Belle discipline, c'est bien. Perso, ça risque d'être compliqué. J'utilise mon iPhone comme réveil matin. Oui, mais t'es pas obligé de justement résister à le consulter après qu'il t'ait réveillé. C'est peut-être un début de maîtrise. J'ai déjà enlevé la tablette de chocolat de la chambre, ça suffit. Ah oui, ça c'est pas bon, la tablette de chocolat dans la chambre. Alors j'avoue que les modes concentration de l'iPhone sont pas mal. Moi, à partir de 23 heures, je n'ai plus un accès assez immédiat aux réseaux sociaux. Moi, mon problème, c'est plutôt par contre que je me mets à mater un film ou une série et déjà minuit.
Et après, je relève les yeux à 2 heures du matin. C'est plus ce problème-là que les réseaux sociaux. Dans le même temps, j'ai récemment. C'est bien, la plupart, enfin beaucoup d'entre vous sont en train. On est tous en train de prendre conscience que tout ça, c'est très bien. Je suis pas en train de dire que c'est nul, les réseaux sociaux. Vous me connaissez, vous savez que je suis plutôt pro réseaux sociaux. Mais on arrive à des phénomènes de multiplication d'activités sur les réseaux sociaux. Il y en a trop. Il faut qu'il y ait 2, 3 réseaux sociaux qui crèvent, quoi. Là, ça me paraît un impératif. Mais on est beaucoup à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait vraiment là. Est-ce que c'est vraiment bien? Nous, encore une fois, c'est un petit peu différent parce que c'est un canal de communication avec vous et on est quand même dans un métier de représentation. Donc, c'est pas la même chose que pour tout le monde, mais quand même. À partir de 23 heures, le mode concentration, c'est aucun appel, sauf Samuel Etienne. Tout à fait. En vrai, est-ce que j'ai mis Samuel Etienne dans ma liste VIP? Je me souviens même plus. C'est peut-être ça. Parce que normalement, à partir de 20... Ah non, le vendredi soir, je désactive tout ça. Le week-end, j'ai plus le mode dodo automatique et tout ça. L'Apple Watch ou une lumière connectée pour le réveil, c'est moins dur qu'une grosse sonnerie, ouais. J'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Je, je compte Discord dedans, il y a juste un jeu auquel je joue plus. J'ai plus de soucis d'utilisation avant de me coucher. Méthode radicale, mais bonne méthode, ouais. Le gamin fragile sollicité par une The Voice suite à un chant qui fait quelques milliers de vues, super intéressant, ouais. Bah voilà, le problème c'est effectivement la spirale de négativité qu'il y a sur les réseaux. On est plus attiré par la négativité que la positivité. Un peu comme les chansons. On va aimer les chansons tristes. Il n'y a pas beaucoup, à part Annie Cordy, il n'y a pas beaucoup de chansons gays, hein. Il y en a de temps en temps. Mais ce qui prédomine, c'est quand même plutôt ce qui est triste. Parce que la tristesse nous parle à l'âme, hein. Je pense que si on est entraîné dans ces spirales de négativité, c'est parce que c'est une réponse à nos doutes existentiels que de se dire tout va mal. Positive attitude de Laurie. Oui, j'avais oublié par contre mes classiques. Désolé. Donc, réseaux sociaux, faites le ménage. N'y allez peut-être pas le matin. Moi, je suis obligé d'y aller pour le mug 3 fois par semaine, mais j'y vais pas le matin où j'ai pas le mug. Voilà, il faut se construire son hygiène. Faites ce qui vous rend heureux aussi. Mais si vous avez des problèmes, effectivement, de cafard, je parle d'avoir le cafard, de blues, penchez-vous peut-être sur votre utilisation, effectivement, des smartphones. Oh là là, je vois des très mauvaises blagues, les gens. Je ne vais même pas les lire dans le chat. Yaï yaï. Question bête, mais comment connecter son compte Twitch à son Discord? Je sais plus la procédure exactement, mais c'est relativement simple. Je crois que tu as un truc à cocher quelque part. Samuel a peut-être un lien pour expliquer ça. Pour connecter son compte Twitch à son Discord. Patreon aussi, il y a une méthode. On a fait des fiches normalement pour vous aider. Voilà. Samuel vient de vous mettre le guide pour accéder au salon contributeur. Saturne s'est pris une balle perdue, d'accord. Le Twitch achat me manque. Alors, on va peut-être passer au camp de fac comme ça. Vous pourrez me poser les questions. On a un petit peu de temps pour les camps de fac. C'est parti.
Vous voyez bien que le lait, c'est après les céréales. Bon, après, c'est encore mieux quand c'est dans le bol aussi. Hein. Donc, on n'est pas un exemple. Le Twitch achat, on l'a mis en pause. On l'a mis en pause. Ça ne veut pas dire qu'on l'arrête, mais on n'est pas arrivé à grossir le nombre de gens qui regardaient le Twitch achat. L'émission stagnait. Je n'ai rien de neuf pour l'instant. On n'a pas trouvé la formule. On réfléchit à plusieurs choses. Mais le fait est, on aimait bien faire le Twitch achat, mais on restait en petit comité et l'audience ne grossissait pas. Enfin, si on se base sur les génériques, les œufs dans le plat, c'est sans la coquille. Quoi? On m'aurait menti? Non, pour l'instant, le Twitch achat, effectivement, on l'a mis en pause. On verra si on le ramène un jour. Ça nous demandait. En fait, le problème, c'est que on n'avait pas assez de temps non plus pour faire peut-être une émission plus travaillée. On a déjà beaucoup de choses à faire à côté. On a le mug tous les jours quand même. On a ça aussi. Donc, et c'est vrai que du coup, beaucoup de Twitch achat étaient un peu préparés à l'arrache. Du coup, on partait, et c'était cool, hein, dans des private jokes. Mais c'est pas exactement ce qu'on voulait faire avec le Twitch achat. Ce mercredi, le studio est utilisé par quelqu'un d'autre. Je vois que Guillaume a déjà vendu toute la mèche. J'ai craqué et suivi tes conseils. J'ai acheté un Everyday Backpack en 20 litres. C'est plutôt pas mal. Bah, très content que mon conseil t'ait servi. Intégrer une partie achat dans le mug une fois par semaine. Non, trop. C'est du boulot hein, de sélectionner des bons produits. On n'aurait pas le temps. Non, c'est même pas Guillaume pour une fois. D'accord. Donc c'est Flonflon. Attendez, je vais me mettre sur la caméra là pour mieux vous lire. Ceux qui avaient des questions là en début d'émission, attends, hop. Vous allez faire un test des nouveaux AirPods Pro? Oui. Merci pour le guide d'achat iPhone. Vous prévoyez une vidéo similaire pour l'Apple Watch? Oui. Peak Design est-il mieux que Samsonite? Oui. Une émission photo? Non. Pas dans l'immédiat. Enfin, c'est pas prévu. C'est quoi ma meilleure caméra? Ta meilleure caméra? Bah, j'en sais rien. Un avis sur les sacs à dos Wenger? Je connais pas. Je connais pas. Pourquoi vous pensez qu'Apple vous contacte pas? Parce qu'on n'est pas gentil avec eux. Non, en vrai, je pense que Apple a une stratégie de travailler qu'avec des influenceurs qui sont dans un contenu qui est plus positif que le nôtre. Nous, on décortique un peu trop les choses, ça plaît pas à Apple. Ils veulent un contenu facile, en fait, Apple. Et c'est pas un reproche envers les youtubeurs qui font ce type de contenu. Ils font plus de vues que nous. Il y a une plus grosse demande sur un contenu facile. Facile. Ça va être prêt. Plus consensuel, plus positif. Allez-vous répondre au clash de Brandon Proctor? Bah, on a fait une vidéo. Il a fait un nouveau clash? J'ai pas vu. Jérôme, bon plan pour toi. J'ai trouvé des pâtes à 6,40 € les 500. Ah, j'en ai vu même plus cher que ça, moi. Hein. Olek. Il y aura des nouveaux iPads à l'automne. Alors déjà que Apple ne nous invite pas au moins de petits events, il ne nous envoie jamais de produits. Comment veux-tu que j'ai des news sur des nouveaux iPads? Pourquoi dans la dernière vidéo d'iPhone 2022, vous ne recommandez aucun modèle Max? Il y a une clientèle pour ça.
on voulait pas faire une vidéo trop compliquée. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être mettre une phrase. Pour ceux qui veulent plus de batterie, il y a les modèles Plus et Max. C'est vrai. Critique reçue. On fera mieux en 2023. On a une vidéo qui résume quel matos genre éclairage un amateur aurait besoin. Tu peux aller voir notre dernière vidéo, comment on a construit ce studio. Une de nos dernières vidéos, on explique tout ce qu'on utilise dans ce studio. Je suis en max, je vais redescendre en pro classique, d'accord. Bah les AirPods Pro 2, ils sont vraiment bien, hein. Attendez notre test, mais les avis consensuels, je n'en veux plus. Bah écoute, très bien, mais en tout cas, il y a tout un public pour ça. Si j'ai raté votre question, n'hésitez pas à la reposer, mais sans spammer. Un appareil photo à conseiller pour un néophyte, ton smartphone. Ton smartphone, c'est très bien. Apprends à cadrer, choisir tes sujets, à gérer la lumière avec ton smartphone avant de penser à un appareil photo. Prends des cours. Avec l'argent d'un appareil photo, prends des cours photo qui acceptent les smartphones. Il y en a plein. Et de plus en plus de photographes veulent bien travailler avec des gens qui ont des smartphones. Jérôme, AirPods Pro 2 sans Bluetooth 5.3 utile. Je sais. Alors ça, tu me fais bien de me poser la question. Je suis pas sûr que tu aies besoin du 5.3 pour profiter des qualités sonores des AirPods Pro 2. Je crois pas. Toi, t'as goûté au Pro Max. Ouais, mais moi, c'est le contraire. J'ai eu une année, j'ai eu le grand modèle et je supportais pas. Une vidéo prévue sur la low-tech? Non, pas pour l'instant. Mais peut-être un jour une vidéo expliquant Take Your Time, sachant qu'elle fera très peu de vues. Mais c'est vrai que certains d'entre vous croient que Take Your Time est uniquement un label écolo. Pour nous, c'est à la fois beaucoup plus et plus modeste que ça. Take Your Time, c'est une attitude générale et pas que pour l'écologie en fait. Il y a un nouveau codex sur les Pro 2, ouais. Qui n'est qu'en Bluetooth 5.2 ou 5.3. D'accord, merci Surnote. Donc, ouais, si vous n'avez pas effectivement le bon Bluetooth, pas la peine de prendre les AirPods Pro 2. Des AirPods Pro 1 ou 2. Attendez la vidéo, là vous êtes en train. Mais oui, ça peut valoir le coup si tu les utilises beaucoup. Mais attendez notre vidéo. As-tu convaincu des collègues avec Take Your Time? Certaines petites chaînes tech m'ont demandé l'autorisation d'utiliser le label. J'aurais dit pas de problème. Aucun problème, c'est pas un label qui nous appartient. On te demande juste euh, voilà, d'utiliser le même nom, quoi, Take Your Time, qu'on ait un hashtag cohérent. Euh, mais voilà, on m'a plus appelé sur le stop pub caché qu'on mettait au début des vidéos, enfin qu'on met toujours dans les vidéos, mais plus au début. Ça, j'ai eu plus de contacts avec des collègues là-dessus, par curiosité, que pour le Take Your Time. Je suis avec une Watch série 6 un peu abîmée. Je pense qu'une série 8 a un bon switch. Oui, c'est bien, très bien. L'Europe arrive à contraindre les constructeurs automobiles pour les nouvelles normes anti-pollution. Que penserais-tu si on contraignait? Je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour. Et on va y arriver hein, petit à petit, ne serait-ce que là, l'uniformisation des systèmes de charge ou là. Je me suis fait une électricité statique. Les vidéos de Pepe Garcia sont complémentaires. Oui, c'est beaucoup plus technique, hein, Pepe Garcia. Bah là, je pense que de toute façon, la vidéo de Pepe Garcia, lui, il a pris un ingé son pour tester les AirPods. Nous, les AirPods, bien évidemment, on sera plus dans nos sensations, réflexion sur l'ergonomie, etc. quoi. Le site takeyourtime.fr, c'est nous. Ah non, je pense pas.
Non, non, c'est pas nous. Ou alors je suis pas au courant et quelqu'un a réservé. Ah merde. Attends. Take your time. Take your time.fr. Bon, après, c'est un mot valise, hein, Take Your Time. Enfin, c'est un jeu de mots valise. Bon, j'ai rien au bout, moi, pour l'instant. Pour les lives IRL sur Twitch, tu me conseilles quel iPhone? J'aurais envie de te dire, prends un iPhone qui a la 5G au cas où tu as une panne chez toi. Ah oui, non, c'est pas du tout nous, takeyourtime.fr, ça y est, c'est activé. C'est pas du tout nous. C'est quoi? C'est un guide high-tech, simple, clair, décomplexant. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on n'aura jamais de problème avec eux. Nous, c'est que un label, hein. C'est que un label. C'est pas une marque. Est-ce que l'iPad mini est toujours dans les bacs d'Apple? J'en sais rien. Je pense qu'ils vont continuer à le développer, ouais. Donc oui, je te répondais quel iPhone pour les live IRL. Moi, je dirais au moins un modèle avec la 5G qui peut te dépanner si ton réseau tombe en panne. Je pense qu'un voilà, un 12, ça peut être une bonne idée pour faire du Twitch. Je pensais à la vidéo focale où à travers sa PP montre comment fabriquer une enceinte. Ouais, c'était hyper intéressant, ouais. Hyper intéressant. Merci la Jouve. Merci Alliance 24 aussi. Merci Corm. Merci Roromix aussi, que j'ai déjà remercié, mais que je remercie. Merci les contributeurs. Merci, merci. On arrive tranquillement à la fin de l'émission. Je m'en vais vous quitter là-dessus. On va faire bien sûr un petit raid. Je vous rappelle que c'est Marion qui présentera le mug demain. On va faire un petit raid chez Cabri. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un raid chez Cabri. Donc je vais pas tarder à lancer le raid. Moi, je vous dis que je suis sur cette caméra et que je vous dis que je serai là mercredi pour le mug. Je vous souhaite une excellente journée à tous et rendez-vous demain avec Marion. Ciao tout le monde!